Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette présentation sur les apps écologiques. C'est pas automatique. C'est une présentation qui a été faite en collaboration avec le docteur Olivier Legoire de l'Université de Pau, Gilles Grousset de l'entreprise Inside App et moi-même, Johanna Duigou. Je suis développeuse iOS Android natif et un peu plus Flutter aujourd'hui chez Orange Business. Nous sommes tous les trois membres de la Green Code Initiative. Pour introduire un petit peu l'association, c'est un collectif qui vise justement à développer des outils et promouvoir la démarche d'éco-conception logicielle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui concerne tous nos appareils électroniques. C'est la boulimie énergétique. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on a tous eu le phénomène de cette fameuse batterie qui clignote à 5% sur nos smartphones. Eh bien, cela, entre autres, c'est de la boulimie énergétique. Pourquoi, effectivement, en fin de journée, on se retrouve avec un smartphone qui a sa batterie complètement à plat? Mais ne vous inquiétez pas, mes amis, on va trouver des solutions dans cette conférence. Eh bien, on va aussi parler de l'historique, de savoir d'où on vient. En 1969, on est allé sur la Lune avec justement un ordinateur de bord qui n'avait seulement que 14 kilooctets de RAM. C'était Apollo 11. Ça, c'est 1969. Aujourd'hui, si on prend une application tout aussi utile, TikTok, à votre avis, combien il faut de RAM pour utiliser TikTok aujourd'hui? Si quelqu'un a une réponse à donner. Je t'en prie. C'est moins. C'est bon. Vu 200, c'est moins également. Ah, vous êtes quand même... Bon, je vais vous donner la réponse. C'est 100 mégaoctets. C'est juste 10 000 fois plus, effectivement, que ce qui nous a permis d'aller sur la Lune. C'est pour ça que on va poser cette problématique de l'usage. Aujourd'hui, on peut voir qu'en termes d'éco-efficacité du logiciel, on était au top level en 1909 et on a beaucoup régressé en 2024. La majorité des émissions de gaz à effet de serre, on le sait, vient de la production des smartphones et des composants des appareils électroniques, comme vos PC également. Aujourd'hui, les constructeurs font leur part pour décarboner. C'est le cas notamment avec Apple, qui espère une neutralité carbone d'ici 2030, et c'est le cas également avec d'autres constructeurs comme Samsung. Mais là où on ne fait rien aujourd'hui, c'est sur l'usage. Vous savez, les fameux 5% de batterie. C'est comment optimiser justement cette charge de batterie. Et c'est là que nous autres développeurs, nous pouvons agir. Et c'est aussi un peu ma raison d'être dans cette conférence. Pour amplifier un petit peu ce phénomène d'usage, on va mettre encore des chiffres. Parce que l'usage, c'est quand même 70% de notre temps de connexion est consacré à l'utilisation des applications mobiles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un impact sur cela. Ça représente aussi 6,9 milliards d'utilisations dans le monde. Ce n'est pas négligeable. Et pour corroborer à cela, aujourd'hui aussi, nous avons un point de vue régulateur. Je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent le RGSN. Personne? Bon, j'ai d'autant plus... Ah, si, une personne. Très bien. Eh bien, c'est le référentiel général de l'éco-conception des services numériques. C'est un référentiel, en fait, qui a eu une première version en 2022 et qui a eu une seconde version très récemment, ce mois-ci, le mois dernier, au mois de mai, pour sa version V2. Le RGSN permet en fait de diffuser des bonnes pratiques en termes d'éco-conception. Il va vraiment vous accompagner avec une grille d'évaluation. Ça va toucher la stratégie, l'architecture, l'UX UI, les contenus, le back-end, le front-end et l'hébergement. Il va y avoir par exemple côté stratégie des questions du type est-ce que votre service numérique a identifié des cibles utilisatrices? Bon, vous un petit peu accompagné, mais ce n'est pas des questions binaires. Oui, non. Enfin là, pour le coup, si, mais ça demande à développer un petit peu plus. Vous allez avoir, par exemple, sur la partie architecture, des questions sur le fait, est-ce que vous avez dimensionné
justement vos services pour répondre à la consommation des utilisateurs. Aujourd'hui, effectivement, si je peux amener une critique par rapport au RGSN, c'est qu'il n'est pas très contraignant. Les catégories sont vraiment très vastes. Si je prends effectivement mon domaine d'application, le développement mobile, je pense qu'effectivement, on peut avoir des référentiels dédiés. Pour la partie front-end, on peut avoir beaucoup plus de spécificité pour les usages du mobile. Ainsi que pour le web, j'imagine qu'il y a des développeurs web dans la salle, vous vous reconnaissez en vous disant mes usages sont beaucoup plus spécifiques, effectivement, et pareil pour les IA, qu'une application web. C'est là que va intervenir la notion de code smell, les fameux codes qui sont mauvais. Et on intervient dans cette phase de cette présentation sur la partie symptômes, voir qu'est-ce qui cloche dans notre code. Les codes smell, je pense que ça parle à tous. On les retrouve aussi du côté de Sonar, des plugins Sonar pour la qualité de code. Aujourd'hui, quand on parle de code smell, on va aussi parler en éco-conception de green code smell. C'est les anti-patrons verts. Alors je vous rassure, ça n'a rien anticapitaliste. C'est en fait des mauvais choix de conception et d'implémentation qui vont avoir un impact direct justement sur notre solution logicielle. En soi, ce n'est pas un bug. On peut même discuter ici de la notion de hotspot. Dans l'éco-conception, on parle souvent d'analyse de cycle de vie d'un produit, même d'une solution numérique, pour aller à toutes les phases effectivement de cette solution. Et on parle souvent dans ces cas-là de hotspot, c'est-à-dire les fameux points chauds, les fameux points qui vont justement avoir une empreinte écologique forte. Donc là, on va s'attaquer effectivement à des symptômes visibles en surface, qui peuvent parfois aussi cacher un mal plus profond. Je vous ai parlé du RGSN qui reprenait justement un référentiel de bonnes pratiques sur plein de catégories diversifiées. On a mis en place, à la Green Code Initiative, un référentiel axé sur le mobile, Android et iOS. On a identifié 40 code-smell côté Android, 15 code-smell côté iOS. Il faut savoir que toute cette démarche de recherche de code-smell a vraiment eu une recherche scientifique. Je parlais en tout début de présentation d'Olivier Legoire, ça a été l'un des initiateurs justement de ce référentiel. Il y a eu une démarche scientifique derrière cela et aujourd'hui, on cherche encore à légitimer chacune des règles, notamment par la mesure. Je vous ai parlé également de 8 catégories de symptômes. Ce sont celles-ci. Et elles vont nous aider justement à voir comment on peut les éviter. Il y a la partie justement sur les API optimisées. Le but étant de substituer les API classiques pour justement des équivalents plus optimisés. Ça va être par exemple des fournisseurs de localisation, la géoloc, pour justement combiner les signaux avec l'économie de batterie. Ça va être aussi l'usage côté Bluetooth du low energy. Le Bluetooth peut être aussi un des facteurs justement consommateurs de batterie. Ça va être aussi le lazy loading, charger des composants uniquement lorsqu'elles sont affichées, notamment avec Jetpack Compose. On va avoir également tout ce qui va être linkage, donc désallouer systémiquement des ressources acquises après usage. Ça peut être des sessions réseau, ça peut être aussi lié au multimédia. On va avoir également la partie idleness, d'adapter la consommation énergétique en cas d'inactivité. Donc on va éviter de bloquer la mise en veille du CPU ou de l'écran, avec le keep on screen par exemple. On va avoir le power, réagir en conscience du niveau d'énergie disponible. On va éviter par exemple de bloquer l'optimisation de la batterie du système. Ça c'est une des bonnes pratiques. On va également avoir tout ce qui va être goulot d'étranglement avec les bottlenecks. Donc éviter les données ou les traitements énergivores qui s'accumulent. Compresser effectivement des requêtes HTTP à envoyer au serveur. Optimiser aussi les envois. On va avoir du batching. Donc regrouper l'exécution de traitements coûteux. On va avoir aussi de la sobriété énergétique. Alors sur la sobriété, on va avoir effectivement tout ce qui va être brightness override, c'est-à-dire augmenter programmatiquement la luminosité de votre écran. Ça, par exemple, et là c'est là où aussi je vais nuancer, ça peut être pertinent dans certains cas d'usage. Il ne faut pas avoir effectivement l'ensemble de ces catégories et de ces green code smell comme systématiquement des mauvaises pratiques. La luminosité, par exemple, quand on va pour scanner son badge, son billet de train à la SNCF, il est pratique, il permet au scanner justement de pouvoir badger le QR code.
C'est pour ça aussi qu'on met parfois aussi des parenthèses en disant que comme pour effectivement Sonar avec la qualité de code, on peut avoir des faux positifs en fonction de l'usage. Et on va avoir la partie release, contribuer et distribuer l'application de manière optimale. Ça peut être lié aussi aux min SDK, aux versions d'OS qui vont être supportées, aussi bien côté iOS que côté Android. On va éviter effectivement d'aller sur les dernières versions. Aujourd'hui, aller sur du iOS 17, c'est effectivement restreindre son application à certains usagers. Bon, côté iOS, ils sont plus avancés parce qu'ils n'ont pas la défragmentation qu'il peut y avoir côté Android. Donc on écarte seulement 85% des usagers. Seulement 20% des usagers à peu près, 15%. Alors que côté Android, on peut descendre beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'on a une application qui est dédiée pratiquement qu'à 60% des usagers. Ce sont des notions qui sont importantes. Si vous souhaitez effectivement retrouver ce référentiel, vous pouvez le retrouver justement sous licence libre sur le collectif du Green IT via le CNUMER. C'est un autre collectif, c'est le collectif du numérique responsable. Alors, vous allez me dire, tout à l'heure, je vous ai parlé de notre collectif, le Green Code Initiative. Pourquoi, effectivement, ne pas s'être intégré au CNUMER? C'est parce que la Green Code Initiative, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment focalisée sur le code. C'est vraiment des outils dédiés aux développeurs. Alors que pour le coup, le CNUMER représente des bonnes pratiques et tout un collectif qui va aussi bien du côté de l'UX, de l'UI et d'autres corps de métier des services numériques. Dans ces best practices, on est parti d'une base, les 115 bonnes pratiques du développement web. Le but, c'était de continuer à enrichir le référentiel. Et on a ajouté 50 bonnes pratiques côté mobile. On les a déclinées tout à l'heure. Vous allez me dire que je parle beaucoup de blabla, et pas beaucoup de code. Donc, je vais vous montrer concrètement quels sont ces fameux green code smell. Le premier symptôme, car on est toujours dans une démarche effectivement clinicienne, c'est le keep screen on. C'est ce qui va permettre en fait de garder votre smartphone allumé, même si une application est inactive. Le but, c'est de ne pas mettre l'appareil en veille. Et pour cela, on a pu identifier des green code smell aussi bien côté iOS que côté Android. Au départ, la base, c'était Android. On a essayé de corroborer cela côté iOS. Bon, dans l'usage, un smartphone reste un smartphone, donc on a à peu près les équivalents en termes d'usage. On n'a pas effectivement le même code. De notre côté, on va, par exemple, côté Android, on va pouvoir détecter une expression. Ici, ça va être la Windows. C'est la gestion, en fait, de la fenêtre d'activité. Et on va pouvoir détecter un flag. Ce fameux flag, c'est le flap keep screen on. Quand il est présent dans votre code, ça veut dire que votre application fait en sorte de bloquer votre smartphone pour qu'il ne s'éteigne pas, pour qu'il ne passe pas en veille. Côté iOS, vous avez le UI Application. C'est vraiment l'instance applicative à laquelle vous allez directement setter une valeur à true pour l'empêcher justement de passer en veille également. Donc vous voyez en fait concrètement comment on peut déjà identifier des green code smell et comment s'opèrent justement nos bonnes pratiques côté Green Code Initiative. On a un deuxième symptôme qui s'appelle le Thrifty Geolocation. Cette fois-ci, c'est un fournisseur de géolocalisation. De même, on part du pendant côté Android et on verra tout à l'heure la partie iOS. Là, de même, on va pouvoir jouer sur des critères. Typiquement, ici, on va pouvoir mettre un critère sur le Power Requirement à Power Low. On va pouvoir aussi mettre un autre critère sur la précision avec un Accuracy Course. Et à partir de là, on va pouvoir, à partir d'un Location Manager, en activant notre Best Provider, justement notre fournisseur de géoloc, lui spécifier des critères sur le fait qu'effectivement, on veut une faible consommation et on veut un rafraîchissement tous les 60 secondes avec une approximation de 100 mètres. Côté iOS, on va aussi retrouver le pendant, avec justement aussi un Location Manager, forcément avec des librairies différentes en fonction que ce soit sur iOS ou Android. Donc là de même, on va effectivement pouvoir même côté iOS optimiser en fonction de l'activité, quand on fait du fitness par exemple.
Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre faire du running et faire du fitness, où potentiellement on ne va pas bouger de la salle. Ça, c'est intéressant parce que vraiment, côté iOS, on va s'adapter justement aux usages. Très bien, nous avons parlé de boulimie énergétique. Nous avons évoqué les symptômes. Maintenant, nous aimerions poser un diagnostic des symptômes en continu. Le but, effectivement, d'identifier en quoi nous avons une maladie chronique. Et à partir de là, je vais introduire la notion de DevOps Green. Effectivement, vous connaissez tous ce fameux symbole infini qui représente le DevOps. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut, à partir de cette base, appliquer du verdissement justement à nos productions logicielles. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est EcoCode. C'est aussi le plugin auquel je contribue aujourd'hui au sein de la Clinical Initiative. EcoCode, c'est un plugin Sonar qui s'intègre parfaitement dans votre CI aujourd'hui, comme dans tout autre plugin Sonar, côté qualité de code. Et ce plugin remonte des Green Code Smell. C'est tout ce que j'ai évoqué précédemment. Vous allez le retrouver en phase de planification. C'est-à-dire, effectivement, lorsque vous débutez par exemple un sprint en méthode agile, vous allez faire un petit peu un état de l'art de votre application et savoir s'il y a des améliorations à faire en termes d'efficience énergétique. Vous allez aussi le retrouver dans le code. Typiquement, vous faites une pull request, vous allez pouvoir aussi checker, comme je l'espère vous le faites tous, avec justement une action côté Sonar, pour voir votre qualité de code et voir aussi si vous avez une bonne efficience énergétique. Et vous allez le voir aussi en phase de release, pour justement acter d'un go, no go sur une publication avant sur les stores pour aller en phase de déploiement. Vous allez aussi retrouver d'autres outils, en plus d'EcoCode. Donc juste pour préciser aussi, EcoCode, c'est un plugin Sonar qui est certes focus mobile, donc on a de l'iOS avec du Swift, on a de l'Android avec du Kotlin, du Java, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Mais on a aussi de l'Angular, on a du Python, on a du PHP. Donc c'est pas focus seulement mobile, il est vraiment multiplateforme. Bon, bien évidemment, vous avez un plugin pour chaque technologie. Ensuite, vous avez d'autres outils, comme je disais, comme Green Inspector. Green Inspector permet de faire de la mesure aussi bien de sites web que d'applications mobiles sur des vrais devices. C'est vraiment important de dire sur de vrais devices parce que ça apporte beaucoup plus de pertinence sur les résultats de la mesure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tester les applications sur des appareils qui sont datés. Si vous avez un iPhone 3, potentiellement, Green Inspector pourrait effectivement faire des tests pour voir si votre application est toujours compatible avec un iPhone 3. Bon, c'est plus la version d'OS qui l'intéresse ici, mais c'est un bon exemple. On a aussi Scaphandre de Hublot. Là, avec Scaphandre, on va pouvoir faire la mesure des environnements back-end, containerisés et virtualisés. Vous allez avoir aussi Power API, qui va pouvoir aussi faire de la mesure, toujours aussi côté back, sur des PC et des serveurs. Vous allez avoir également KarnoFire. KarnoFire permet de gérer aussi la mesure, mais cette fois-ci pour la partie cloud. Vous allez avoir aussi EasyVert, qui permet de faire du monitoring de machines virtuelles. Avec tout cela, vous avez un beau panel justement d'outils qui vont pouvoir vous accompagner dans votre démarche d'éco-conception. Je dis dans votre démarche d'éco-conception, car aujourd'hui, c'est un abus de langage de dire qu'une application est éco-conçue. Parce qu'elle s'instaure dans une démarche. C'est-à-dire que si elle est éco-conçue, ça impliquerait que, on fait abstraction de tout l'écosystème qu'on a autour, c'est-à-dire le back-end, l'infrastructure, côté hébergement. Donc c'est vraiment important de dire dans une démarche d'éco-conception. Bon, je vais parler enfin de mon sujet, EcoCode, plus spécifiquement en tout cas. C'est, comme je disais, un plugin Sonar qui permet de faire de la revue de code. Aujourd'hui, c'est une analyse de code statique. C'est exactement la même chose que vous faites aujourd'hui avec un plugin Sonar de qualité de code sur vos CI. Et ce plugin va vraiment détecter la partie Green Code Smell, qui vont être spécifiques pour ma partie en tout cas, les plugins que je développe côté Android et iOS. Et comme je disais, c'est facile puisque déjà votre CI est déjà en place.
Donc, par exemple, pour le plugin EcoCode Android, il est déjà présent sur le marketplace, donc facilement intégrable côté CI et validé, par exemple, par votre DSI. Et concrètement, comment ça se passe? Eh bien, vous allez avoir la même interface que du côté d'un plugin Sonar, sauf qu'il y a une petite différence. Les Green Consmell ne sont pas adaptés justement pour Sonar. En tout cas, pour l'interface Sonar, proprement parler. Ils sont adaptés pour Sonar, mais pour l'interface, ils ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'il faudra aller checker sur la partie catégorie Mandability, pour voir effectivement le nombre d'issues de Green Consmell qui sont remontés. Vous allez avoir aussi la même structuration que côté Sonar, avec le détail des erreurs qui sont remontées. Justement, vous avez la description, vous avez la sévérité, vous avez aussi le temps pour corriger effectivement le Green Consmell qui a été remonté, et vous allez avoir du compliant code et du no compliant code. Justement, parce qu'on ne fournit pas que les erreurs, on amène aussi une démarche pour vous accompagner à les résoudre. Et ce qu'on aimerait, et c'était le cas justement lors de l'hackathon, parce que dans la démarche d'EcoCode, on fait aussi des hackathons tous les ans. C'était le deuxième cette année. Et en général, pendant cet hackathon, on va essayer de vraiment d'éprouver le système et de l'améliorer. Donc c'est grâce à cela aussi qu'on augmente les Green Consmell qui sont présents dans nos plugins. C'est là aussi on va continuer à faire de la mesure, parce qu'on a différents types de profils, il n'y a pas que des devs. Et c'est là aussi on va aller faire de la recherche pour trouver de nouvelles règles à implémenter, détecter de nouveaux Green Consmell. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'interface d'aujourd'hui, l'interface Sonar, ne permet pas justement d'avoir une bonne visibilité pour cette démarche d'éco-conception. C'est pour ça qu'on va vers justement une interface graphique beaucoup plus appropriée. Alors là, il y a un bel anglicisme avec GUI Green Greedy. Et aujourd'hui, l'objectif, ça serait effectivement d'aller vers cette interface. Donc il y a déjà un prototype qui a été réalisé. Et il ressemble à ça, avec notre mascotte, Echo, qui vous dit effectivement si vous êtes conforme côté Green Consmell, qui vous permet aussi de vous donner un scoring qui va aller de A à E. Donc A, c'est très bien, E, c'est pas bien. Et va vous permettre également d'avoir une visualisation plus concrète de votre impact écologique. Très bien. Comme je vous disais, on a vu la boulimie énergétique, on a vu les symptômes, on a vu effectivement le diagnostic de cette maladie chronique. Maintenant, on va passer à la phase clinique, c'est-à-dire le fonctionnement interne de notre unité de soins. Aujourd'hui, on a une unité de soins ouverte sur les trois, parce que Sonar, effectivement, c'est tout un écosystème. Le plugin n'est pas présent dans SolarLint, côté IDE. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se dit aussi qu'il est beaucoup plus crucial d'aller sur de la sécurité sur un IDE, en local, que sur l'éco-conception. Il n'est pas non plus sur Sonar Cloud. Tout simplement aussi parce que le Sonar Cloud ne permet pas d'avoir des plugins. C'est aussi bête que cela. Donc vous retrouvez le plugin sur SonarCube. Et vous êtes toujours sur le Your Teammate for Code Quality en Code Security et maintenant en Code Sustainability. Donc le plugin Android est déjà sur le marketplace, comme je disais tout à l'heure. Le plugin iOS ne saurait tarder. C'est des démarches aussi avec SonarCube, justement, pour faire passer un plugin sur le marketplace. Et ça, c'est un bon vecteur aussi du taux d'adoption du plugin EcoCode, parce que souvent les entreprises nous disent oui, on ne peut pas lancer ce plugin tant qu'il n'est pas, entre guillemets, officialisé. Donc ça nous permet aussi d'avancer. On va passer sur la partie IRM et scanner de code. Concrètement, comment fonctionne un plugin Sonar et comment fonctionne un plugin Sonar EcoCode? Eh bien, on travaille avec un AST, Abstract Syntax Tree. En fait, il faut voir votre projet, votre développement, votre code base, comme s'il allait être projeté à travers un arbre. Un arbre avec des branches et des feuilles. Et les feuilles, ce sont vraiment les expressions. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le Keep Screen On, où on va prendre des expressions et on va pouvoir justement les faire matcher avec nos Green Consmell. Et l'AST va aller parcourir comme ça tout votre projet pour identifier effectivement ces expressions. C'est exactement le même mécanisme que ce que vous avez avec le plugin Sonar de qualité de code. Il va pouvoir justement, comme c'est un AST, identifier la ligne,
La sévérité, c'est l'appréciation de la règle, forcément, et le temps de rémédiation. Aujourd'hui, on a 5 scanners qui sont exploités. Là, je parle sur la partie mobile. On va avoir le Java, le Kotlin, le Swift avec un support custom. C'est grâce notamment à Inside App qu'on a ce support custom. La partie XML. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on parcourt aussi tout ce qui va être fichier de configuration. Pour l'Android Manifest, c'est ce qui va permettre de gérer entre autres les permissions sur votre application. La partie layout, la côté iOS playlist. Les iOS playlist aussi, ce sont des fichiers de configuration côté iOS. Pourquoi on fait une petite distinction? Parce que typiquement, là, pour un iOS playlist, il faut effectivement un nouveau parseur, un parseur XML, que justement on va aller adapter pour que l'AST puisse parcourir aussi les fichiers de config. Et le dernier, c'est le fameux Groovy, pour inspecter Android côté Gradle. Encore de la configuration. Et maintenant, j'espère que je vous ai convaincu de rejoindre l'équipe médicale, justement, de la Green Code Initiative. Vous allez pouvoir retrouver le GitHub avec l'ensemble de nos référentiels. Je vais faire aussi un petit focus sur la notion d'open source. On en parlait tout à l'heure avec Mathieu Pousse. C'est vraiment important aujourd'hui de contribuer pour vos outils, notamment sur la partie éco-conception. Le but, c'est de ne contraindre personne justement à des Green Code Smell, mais d'avoir justement une communauté qui nous permette d'avoir un travail collaboratif et de gagner de l'adhésion. Grâce justement à ce mouvement collectif et open source, on continue aussi de toucher toutes les communautés, toutes les entreprises, privées, publiques et les universités. Ce n'est pas pour rien qu'on a Olivier Legouard, justement chercheur à l'Université de Pau, qui nous a rejoints. Il y en a d'autres, mais je connais pas tous leurs noms. Et grâce à cela, nous espérons justement proposer un outil qui permette de légitimer une démarche d'éco-conception. À l'heure où aujourd'hui, beaucoup d'entre vous peuvent entendre effectivement la notion de greenwashing, nous espérons que par cette démarche scientifique, nous balayons ce terme par rapport à notre solution. Je vais faire un focus sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on a la Green Code Initiative, on a repository GitHub. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est assez simple de faire une règle puisque on se base sur des expressions. Les plugins sont en Java d'ailleurs, donc forte communauté aussi Java pour pouvoir y contribuer. Vous allez pouvoir aussi retrouver le site d'EcoCode et je vous ai parlé des fameux hackathons. Si vous n'êtes pas tout à fait convaincu par la solution, je vous invite à participer à un hackathon qui a lieu tous les ans au mois de mai. C'est 2 jours. 2 jours où justement on se challenge en cherchant de nouvelles règles, en implémentant de nouvelles règles, en mesurant de nouvelles règles. Je vais terminer sur une étude, justement pour appuyer cette démarche scientifique. Ici, on a une étude qui a été publiée sur HAL, c'est justement un service d'archives scientifiques pluridisciplinaires. Et cette étude a été réalisée justement par Olivier Legouard, de l'Université de Pau, Olivier Philippot, que je citais tout à l'heure, dans Green Inspector. Vous savez, le fameux outil qui mesure justement les sites web et les applications mobiles. Et également Vincent Fratatali, qui est de l'entreprise Inside App, qui est aussi fortement contributrice sur la partie Cocode. Cette étude elle permet d'évaluer en fait le natif vs le cross-platform, avec justement une véritable étude qui par la mesure a pu démontrer, je vais vous faire un petit spoiler, qui a pu justement démontrer qu'est-ce qui consommait le plus, grosso modo. Donc, la conclusion de cette étude dit que le natif, aujourd'hui, forcément, permet d'avoir des livrables beaucoup plus petits, beaucoup plus optimisés. Donc, c'est sur le stockage, effectivement, de l'application que l'on va gagner de la performance, de l'efficience énergétique, pardon. Mais par contre, que ce soit du React Native ou du Flutter sur la partie cross-platform, eh bien, pour le coup, il talonne de près en fait les compétences natives. Et ça, c'est intéressant aussi pour les détracteurs qui disent faisons du full native ou faisons du cross-platform. Cette étude permet de donner de la matière et justement une preuve scientifique. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Ah. Hop.
Bonjour. Tout à l'heure, vous avez présenté du coup une série d'outils. J'ai noté GreenSpector, Scafandre, Carbonifer. Vous parlez que ces outils permettent de faire des mesures. Qu'est-ce que vous mesurez exactement? C'est quoi Est-ce que c'est directement la consommation énergétique ou est-ce qu'après il y a des estimations d'impact carbone ou des choses comme ça? C'est quoi les chiffres que vous obtenez derrière qui permettent un petit peu justement de savoir toutes les codes SMEL que vous corrigez, quels sont l'impact de ces corrections? Si on enlève les codes SMEL, est-ce qu'on peut mesurer du coup des réductions? Comment ça marche un peu ces aspects-là? Alors aujourd'hui, on n'a pas directement fait le lien entre les green codes SMEL et ces outils de mesure. Parce qu'il y a un point aussi à rappeler, c'est que la démarche d'éco-conception, peu importe ce que disent certaines entreprises, on est vraiment dans une démarche aujourd'hui qui a ses débuts, c'est vraiment les prémices. C'est pour ça que des outils comme EcoCode aujourd'hui ne sont pas tout à fait utilisables pour la prod, mais accompagnent effectivement la prod, on espère une meilleure maturité. EcoCode, par exemple, va effectivement fournir des green codes SMEL. GreenSpector va fournir des mesures par rapport aux métriques qui sont remontées des devices. Des devices réels. Donc effectivement, tout ce qui va être batterie, tout ce qui va être charge CPU, tout ce qui va être allocation aussi de la RAM. Et à partir de cela, effectivement, ils vont donner des recommandations. C'est-à-dire qu'ils vont identifier des fortes consommations. Certains se permettent de faire des équivalents CO2. Ça, aujourd'hui, ça reste une démarche qui est plus approximative dans certains cas. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, je prends mon smartphone. Que je sois en 3G, 4G, 5G, que je sois en Wi-Fi, je ne vais pas avoir la même consommation de data. Il ne faut pas s'imaginer aussi que performance égale efficience énergétique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire une fusée est extrêmement performante, mais elle est aussi extrêmement polluante, pour donner une comparaison. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Tout d'abord, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur le plugin EcoCode. On a vu qu'il analysait le Java, les properties, mais est-ce que, par exemple, si la valeur du flag screen always on dans le code, la valeur true false, c'était dans un properties, est-ce qu'il sait faire le lien entre les deux types de fichiers pour identifier qu'il y a du coup un green code SMEL ou... S'il a les properties, alors c'est une très bonne question. Je vais prendre l'exemple. Oui, il y a cet exemple-là. Je prends une règle qui a déjà été implémentée. C'est sur les animations. Et en fonction, on va pouvoir avoir plusieurs types de non-compliant code. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait mettre dans cette règle l'analyse à la fois des fichiers de configuration et des fichiers de code base, par exemple. Donc c'est tout à fait probable. Aujourd'hui, par exemple, cette règle ne prend pas en compte les properties. C'est peut-être quelque chose justement amélioré. C'est pour ça qu'il y a une démarche aussi d'amélioration continue. On essaie de toucher justement de plus en plus pour que les green code SMEL impactent vraiment l'ensemble du projet. Comme je disais tout à l'heure, par exemple pour la partie Android, pour le plugin iOS, à un moment donné, on avait une problématique. On analysait Swift, mais on n'analysait absolument pas les fichiers de configuration. C'est une de mes tâches en ce moment, c'est justement de mettre un parseur pour aller inspecter tout ce qui va être playlist, donc avec un parseur XML pour aller chercher les expressions, etc. Et à partir de cela, effectivement, on va pouvoir combiner ce qui est effectivement en Swift et ce qui va être effectivement en XML dans les playlists. N'hésitez pas aussi à faire des pull requests quand vous trouvez qu'une règle n'est pas légitime. C'est tout l'intérêt d'avoir un collectif open source, c'est de pouvoir contribuer ensemble et de remonter ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Et avec le collectif, on pourra justement trancher. Oui, bonjour. Comment se positionnent les PWA par rapport aux natives et aux cross-platforms en termes de consommation? Alors, je vais prendre le référentiel RGSN. Selon ce référentiel, les PWA seraient la meilleure technologie pour faire des applications mobiles. Je ne suis pas totalement d'accord. Moi, je pense qu'au niveau des technologies mobiles, il faut avant tout choisir les technologies qui vont correspondre le mieux à notre usage. Sinon, qu'est-ce qui va se passer quelques années? Eh bien, je fais du PWA et j'ai besoin de faire de la réalité augmentée dans mon application, qui est aussi fortement énergivore. Eh bien, je vais devoir faire un refactoring et changer de technologie. Et là, c'est coûteux, par exemple. Mais effectivement, les PWA sont bien parce que pas besoin des stores, donc la partie déploiement, on peut presque la squeezer parce que c'est assez lourd aussi, effectivement, d'avoir des pipelines de déploiement pour la partie publication des applications.
On a un format extrêmement léger. Ça se comporte a priori presque comme une application standard, hein, sauf qu'on ne passe pas par les stores. Et puis, on a aussi des facilitateurs, c'est-à-dire qu'en termes de requêtes, on va pouvoir directement aller les taper sur les API beaucoup plus facilement que quand on passe effectivement par une application mobile. Ensuite, j'ai rien contre les PWA. Ça m'est déjà arrivé de faire du PWA. J'ai déjà fait de l'hybride. Je fais du natif aussi. Comme je le disais, pour moi, chaque technologie éprouvée, hein, j'entends, hein, on va parler de React Native, on va parler de Flutter, on va parler effectivement d'Android côté natif, iOS côté natif, et Capacitor aussi, mine de rien, avec effectivement les possibilités de combinaison avec Angular et autres. Tout en fait répondent souvent à un usage spécifique, et c'est intéressant d'aller voir tout ce panel pour justement faire correspondre la techno à votre usage. Déjà, ça c'est un premier pas de bien identifier vos solutions techniques. Voilà. Bonjour. Sur les modules, vous avez présenté tout ce qui était mobile, mais j'ai été regardé vite fait. Il y a d'autres modules dans d'autres langages, ils sont aussi avancés. Je pense notamment du PHP ou des choses comme ça dans EcoCode. Oui. Aujourd'hui, la partie JavaScript est sur le marketplace, par exemple. Alors, c'est moins mon domaine de compétences, hein, on ne va pas se mentir, hein, je suis côté mobile. Côté PHP aussi, c'est relativement bien avancé, côté Python. Ensuite, comme je vous disais, on est vraiment aux prémices, même si ça fait 2 ans. On essaye toujours justement de recruter, donc c'est pour ça aussi que je lance ma campagne de recrutement, pour justement donner un petit coup de boost à ces règles. Aujourd'hui, le plugin qui est le plus avancé, c'est le plugin Android, où on a quand même 40 règles. Après, c'est dégressif. Je crois que côté Angular, on est autour de 30 règles. Côté Swift, hein, côté iOS, on est à 15 règles. On plafonne autour de cela à peu près, maximum 40 règles. Le but, c'est vraiment d'enrichir, en fait, à travers toutes les catégories que j'ai montrées tout à l'heure. Bon, effectivement, ça ne seront pas forcément les mêmes quand on est sur du site web. Hein. Hop, ici. Mais voilà. Et je peux peut-être même faire un petit aparté en montrant effectivement le GitHub aujourd'hui du projet, puisqu'on a un peu de temps. J'aurais bien aimé aller directement sur le plugin EcoCode, mais excusez-moi. On le retrouve même plus en tête, c'est marrant. Ah, là voilà. Aujourd'hui, effectivement, si vous voulez aller sur la Green Code Initiative, vous allez pouvoir trouver tous nos plugins. Oh, pardon, excusez-moi. Vous allez pouvoir trouver justement tous nos plugins. Donc, on a les plugins Java, il y a plusieurs pages, hein, on a vraiment plusieurs multi-repositories. Donc, je vous invite à les consulter avec votre techno favorite pour pouvoir voir comment vous pouvez y contribuer. On a mis en place pas mal d'outillages hein, avec des tools pour mettre en place très facilement votre environnement. On peut aussi gérer localement hein, une instance justement Sonar avec Docker. Donc vous pouvez tester en live effectivement les règles que vous allez implémenter. Personnellement, la première fois que je l'ai utilisé, c'était il y a 2 ans, et il m'a fallu moins d'1 heure pour commencer à développer ma première règle. C'est pour donner un petit peu, la montée en compétence, qui est relativement facile. Ensuite, effectivement, il faut savoir développer en Java. Mais après, l'embrayage se met tout seul. Bon, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir libérer les gens. Merci à tous.